Bonjour, bonsoir et bienvenue pour la toute première Histoire de Mystère. Alors c'est un nouveau format qui arrive sur la chaîne, je vous l'avais teasé pendant la vidéo 2022. Voilà, voici le premier épisode qui arrive, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, en likant, etc. Mais avant de commencer, en regardant un peu les statistiques de la chaîne, je vois que vous êtes très peu à être abonnés par rapport au nombre de gens qui regardent mes vidéos. Comme vous pouvez le voir via ce graphe, très peu sont abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de me soutenir et surtout de faire évoluer la chaîne. Donc voilà, ce n'est pas grand chose, c'est gratuit. Je vous en remercie d'avance pour ceux qui le feront. Et donc aujourd'hui nous allons aborder la première histoire, et plus précisément nous allons parler d'une histoire qui a marqué l'ère de la navigation, l'expédition Franklin. Cette histoire est très connue mais souvent déformée car beaucoup de mythes et de légendes ont été créés autour de cette dernière. C'est donc pour cela que nous allons l'analyser aujourd'hui. Cette expédition est donc dirigée par le célèbre marin et officier de la marine britannique qui porte le même nom que l'expédition, Sir John Franklin. Pour commencer, nous allons nous poser une première question. Mais qui est ce John Franklin? On va le présenter afin de le connaître plus en détail. Il est né en 1786 dans la petite ville de Spilsby en Angleterre et John va très vite découvrir sa passion pour le maritime, mais dans un premier temps, son père va s'opposer à cette vocation. Mais John est déterminé, il finit par convaincre son père de le laisser embarquer sur un bateau marchand. Suite à cette expérience, sa vocation en sort donc renforcée et à l'âge de 14 ans, son père l'autorise à s'engager dans la Royal Navy. C'est donc à partir de là qu'il va commencer à participer à des voyages et des batailles restées célèbres. Par exemple, il a exploré les côtes de l'Australie sur le HMS Investigator lors d'une expédition avec son oncle, le capitaine Matthew Flinders. Il faut aussi savoir qu'il a participé à deux grandes batailles, la bataille de Trafalgar en 1805 et la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1814. Suite à cela, il va commencer à prendre du grade et va devenir lieutenant. À partir de là, Franklin ne va avoir qu'une seule idée en tête, trouver le passage du nord-ouest pour relier l'océan Atlantique au Pacifique en passant par l'océan Arctique. En 1818, sous la direction de David Busham, il prend part à une première expédition polaire composée de deux navires, le Dorothea et le Trent. Cette expédition a pour but de rechercher une mer libre de glace située au pôle Nord. Franklin, qui lui est maintenant lieutenant, commande le Trent. Les deux navires se retrouvent très vite bloqués par les glaces au nord de Spitsberg et doivent faire demi-tour après plusieurs semaines d'efforts. Cette mission ne fut donc pas très fructueuse. Franklin, toujours déterminé, repart avec l'expédition Coppermine de 1819 à 1822. Cette expédition britannique est organisée par la Royal Navy et est dirigée par François Beaulieu qui est un guide arctique. L'objet de cette expédition est d'explorer les côtes nord du Canada en y accédant par la rivière Coppermine. Mais toujours sans succès, Franklin ne parvient pas à cartographier le passage vers l'océan Pacifique. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur Franklin, il est l'heure de passer au vif du sujet. Il faut savoir que découvrir ce passage n'est pas chose simple pour l'époque car les bateaux ne sont pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Ici on parle vraiment de simples caravelles portées par le vent. Bien évidemment, Franklin n'est pas le premier à tenter de découvrir ce passage, ils ont été nombreux avant lui. John Cabot s'est précipité en 1497 et en 1498 avec ses navires, mais ne l'a pas trouvé. On peut prendre d'autres exemples, Martin Frobisher en 1560, Henry Hudson en 1607, James Cook en 1770. Ils ont tous tenté leur chance dans les eaux glacées du Grand Nord, mais aucun n'a réussi à trouver de passage vers l'océan Pacifique. Donc Franklin sait que sa tâche ne sera pas simple, mais il reste déterminé. Franklin va donc monter une nouvelle expédition qui a pour but de trouver une route entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. À une différence près par rapport à ses anciennes expéditions, cette fois-ci c'est lui qui la dirige. De plus, il s'est juré que ce sera sa dernière expédition car il est désormais âgé de 59 ans. Franklin va donc quitter les eaux de la Tamise avec un équipage de 133 hommes à bord de deux énormes bombardes. Ce sont des navires à fond plat, le HMS Erebus et le HMS Terror, qui ont été créés pour affronter les climats froids. C'est donc en mai 1845 que débute l'aventure la plus désastreuse des expéditions arctiques. L'expédition a été montée méticuleusement afin de se donner le plus de chances de réussite. L'équipage est jeune, vif et chaudronné, les coques des navires sont renforcées avec de nombreuses plaques de fer afin de briser la glace, et surtout ils sont équipés des dernières technologies de pointe de l'époque, comme des moteurs à vapeur, l'eau chaude et même l'une des premières caméras daguerréotype. 3 ans de provisions ont été embarqués sur les navires, mais aussi 2 orgues de barbarie et une bibliothèque de 2900 livres. Pour vous dire à quel point les choses étaient démesurées. Et pour le plaisir, 2 chiens et un singe sont aussi embarqués pour tenir compagnie aux marins. Après environ 1 an de navigation, l'expédition atteint un endroit délicat qui est considéré comme le plus compliqué de l'expédition,
le détroit de Victoria. Elle s'y engage et finit par être piégée par la glace au nord-ouest de l'île du roi Guillaume en septembre 1846. Les deux navires doivent donc hiverner. Cela va durer plus d'1 an et vous vous doutez bien que l'équipage ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation. Nous sommes donc maintenant en avril 1848 et l'expédition recense déjà 25 morts, dont le capitaine Franklin. À partir de là, le reste de l'équipage va abandonner le navire et entamer une marche du dernier espoir vers le sud sous le commandement de Francis Croisier. Malheureusement, avec les ressources quasiment épuisées et le climat inhospitalier, l'équipage va être peu à peu décimé. La dernière trace de l'expédition est une note écrite par Croisier, déposée sous un cairn. C'est un amas de pierres artificielles afin de marquer un lieu. Sur l'île du roi Guillaume, tout l'équipage est donc désormais décédé. Alors peut-être que vous commencez à vous poser des questions comme pourquoi autant de morts en si peu de temps durant l'hivernage? Car après tout, les bateaux étaient chauffés avec de l'eau chaude et l'équipage avait bien assez de nourriture à ce moment-là. Et bien c'est là que notre expédition devient un peu floue. Et pourquoi soudainement tout l'équipage abandonne les navires et non pas seulement envoyer quelques équipes d'éclaireurs afin de trouver de l'aide extérieure? Eh bien on va essayer de répondre à ces questions, du moins les scientifiques vont essayer de répondre à ces questions. Il faut savoir qu'au début personne ne savait qu'est-ce qu'il en était de l'expédition. Était-elle un échec? Une réussite? Personne n'était au courant. Ce n'est donc qu'après 2 ans sans nouvelles de Franklin que l'opinion publique va commencer à s'inquiéter. C'est donc à partir d'ici que les recherches vont commencer. L'amirauté britannique va envoyer 3 navires empruntant 3 chemins différents afin de multiplier les chances de retrouvailles. Et vient même à proposer une récompense de 20 000 livres pour ceux qui porteraient assistance à l'équipage. À ce moment-là, encore beaucoup de personnes pensent que l'équipage est vivant. Mais ces 3 tentatives vont échouer. Aucune trace de l'équipage ne sera trouvée. Les Britanniques vont donc tous concentrer leurs efforts sur l'Arctique à tel point que trouver Franklin devienne une croisade. En 1850 vont apparaître les premières découvertes. En effet, 11 navires britanniques et 2 navires américains vont balayer l'Arctique et ils vont trouver 3 tombes sur l'île de Beechay. John Torrington, mort le 1er janvier 1846, John Hartnell, mort le 4 janvier 1846 et William Braine, mort le 4 avril 1846. Mais aucune autre trace de l'expédition Franklin n'est trouvée. Plusieurs années vont passer et ce n'est qu'en 1854 que de nouvelles découvertes vont apparaître. En effet, John Ray, lors d'une de ses expéditions, rencontre un Inuit qui va lui raconter avoir vu 35 à 40 hommes blancs en train de mourir de faim à l'embouchure de la rivière Back située au sud de l'île du roi Guillaume. Rappelez-vous que l'équipage s'était lancé dans une marche du dernier espoir vers le sud de cette île. Plusieurs Inuits vont confirmer cette histoire et vont même rajouter des détails en précisant que des cas de cannibalisme ont été remarqués parmi ce groupe d'hommes. Ce qui voudrait dire que l'équipage serait arrivé à cette fatale résolution afin de survivre. De plus, John Ray rachète des fourchettes et des cuillères en argent aux Inuits qui vont ensuite être identifiés comme appartenant à l'équipage. Suite à cela, l'amirauté britannique ne prévoit pas de nouvelles recherches de l'expédition. Et la Grande-Bretagne déclare officiellement la mort de l'équipage en service le 31 mars 1854. Par la suite, de nouvelles expéditions privées seront faites mais sans grandes avancées, hormis quelques témoignages supplémentaires d'Inuits et quelques squelettes retrouvés sur l'île du roi Guillaume. Ce n'est que 100 ans plus tard, avec des technologies plus avancées, que de nouvelles découvertes vont être faites. En 1980, Owen Beatty, qui est un professeur d'anthropologie, initie le FEFAP, Franklin Expedition Forensic Anthropologic Project, qui vise à trouver des artefacts et des restes osseux de l'expédition Franklin. L'équipe va trouver sur l'île du roi Guillaume des restes archéologiques européens datant du 19e siècle. Ces restes sont donc analysés et montrent la présence d'une carence en vitamine C, l'une des principales causes du scorbut. De plus, Owen va remarquer différentes marques sur les os, mettant donc en évidence des cas de cannibalisme qui vont donc confirmer les témoignages des Inuits. Par la suite, il envoie des échantillons pour faire des tests plus poussés dans un autre laboratoire. L'analyse indique un niveau de 226 ppm, qui sont des parties par million, de plomb dans l'un des os analysés, soit 10 fois plus élevé que sur les os d'Inuits prélevés sur la même zone géographique qui eux se situent entre 26 et 36 ppm. En 1982, Owen va se pencher plus précisément sur les niveaux de plomb des recherches de 1981 et va avoir du mal à trouver une explication. Est-ce dû au plomb qui était utilisé pour sceller les conserves alimentaires ou bien de contenants doublés de feuilles de plomb comme les colorants alimentaires ou encore le tabac? Cela peut aussi provenir de la vaisselle qui est en étain ou encore des mèches des bougies qui étaient faites en plomb.
Il faut aussi noter que les conserves étaient recyclées pour créer de nouveaux objets communs, comme des gobelets par exemple, ce qui augmente encore la durée de contamination qu'a pu subir l'équipage. Par la suite, il commence à émettre une hypothèse. Les problèmes de saturnisme liés à l'intoxication au plomb ont pu être aggravés par les effets du scorbut, et ont donc pu devenir mortel pour l'équipage. Pour le moment, l'hypothèse d'Owen ne peut être retenue car la quantité de plomb dans le squelette étudié est équivalente à une durée d'exposition plus longue que la durée de l'expédition. Il pouvait donc être déjà contaminé avant d'embarquer. Mais Owen est déterminé, il sait que 3 tombes ont été découvertes en 1850. Il va donc obtenir une autorisation afin de faire des prélèvements sur les cadavres. Il se rend donc en août 1984 sur l'île de Beechey afin d'effectuer l'autopsie des 3 cadavres et divers prélèvements. Par problème météorologique, Owen n'aura le temps que de faire l'autopsie et les prélèvements que sur un seul cadavre. Et donc, après analyse des os de John Torrington, ces derniers montrent que le marin aurait subi de graves problèmes mentaux et physiques liés à l'intoxication au plomb, bien que l'autopsie montre que la véritable cause du décès soit une pneumonie. Mais Owen est malin, il a récupéré des fragments de plusieurs centaines de conserves jetées par les hommes de Franklin non loin des tombes, et note que les soudures au plomb ont mal été faites et ont donc pu être en contact avec la nourriture. Mais cela ne reste qu'une hypothèse. Par la suite, Kefauver va démontrer que l'intoxication au plomb provient plus probablement du système de désalinisation de l'eau des navires, plutôt que des conserves qui étaient très largement utilisées à l'époque par la Royal Navy. Il met en évidence que les navires étaient équipés d'un système d'eau unique, qui était utilisé à la fois pour boire mais aussi pour le fonctionnement des moteurs locomotives, qui ont donc pu charger l'eau à de très fortes doses en plomb. L'intoxication au plomb est donc confirmée. Par la suite, d'autres expéditions vont avoir lieu, mais elles ne vont rien nous apprendre de plus que ce que l'on sait déjà. Mais en 1992, David C. Woodman va commencer à se lancer dans une nouvelle quête, trouver les épaves de l'expédition Franklin. Il va donc sillonner le ciel avec des avions équipés de magnétomètres afin de trouver des cibles magnétiques. Plusieurs sites seront trouvés et explorés, mais rien de concluant y sera découvert, et cela pendant près de 20 ans. Ce n'est qu'en 2014 qu'une nouvelle campagne de recherche des épaves est menée par la défense canadienne. Et le 7 septembre 2014, on retrouve une épave dans le détroit de Victoria, là où l'expédition est restée bloquée. Cette dernière finit donc par être identifiée comme être l'Erebus. Et 2 ans plus tard, le 13 septembre 2016, on retrouve l'épave du HMS Terror dans une baie située au sud-ouest de l'île du Roi Guillaume. Mais les épaves étant retrouvées loin l'une de l'autre, une au nord-ouest et l'autre au sud-ouest, suscitent de nouvelles questions, comme celle de la réutilisation possible d'un des navires par l'équipage après leur départ à pied de 1848. Mais à ce jour, nous n'en savons pas plus. Nous pouvons désormais nous poser une nouvelle question. Quelles sont réellement les conclusions sur cette histoire? Après les nombreuses enquêtes et recherches, la combinaison du froid, de la faim, du scorbut, des maladies, tout cela exacerbé par une intoxication au plomb aurait décimé l'équipage. Mais bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui auraient pu jouer en la faveur de l'expédition en la faisant peut-être réussir, en modifiant certaines petites choses. Si on prend un peu de recul sur cette expédition, on remarque que Franklin avait déterminé un chemin qui n'était pas le plus optimal pour réussir à trouver le passage du nord-ouest, car il avait choisi d'emprunter la route maritime située à l'ouest de l'île du Roi Guillaume. Mais sur cette dernière, la glace est très peu mobile, il y a donc moins de chances de fondre durant l'été. Peut-être qu'en empruntant la route à l'est de l'île du Roi Guillaume, l'expédition aurait pu passer et ne pas rester bloquée par la glace. De plus, les bateaux avaient embarqué beaucoup de choses inutiles à la survie en Arctique, augmentant significativement le poids de ces derniers. Et aussi, on peut noter que l'équipage n'était pas préparé, ni formé, et surtout ni équipé à faire une expédition terrestre. On peut aussi ajouter à cela les facteurs culturels de l'époque qui ont peut-être empêché l'équipage de demander de l'aide aux Inuits. Bien évidemment, tout cela sont des suppositions, peut-être que cela n'aurait rien changé même s'ils auraient été appliqués, mais on ne peut pas en savoir plus car on n'y était pas au moment des faits. Alors vous allez me dire, mais en fait ce n'est pas vraiment un mystère puisqu'on a des conclusions. Vous avez totalement raison, mais ce qui m'a poussé à inclure cette histoire dans cette série, c'est qu'on a mis plus de 150 ans avant de commencer à avoir les premières découvertes. Et donc plus de 150 ans de mystère où de nombreux mythes, de nombreuses légendes ont été racontées, alors que la fin de cet équipage était réellement prouvable. Voilà, c'est déjà la fin de cette histoire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'ai essayé de faire un format un peu plus long que Histoire d'horreur, on est sur un format qui va je pense plus tenir sur les 15 minutes à peu près. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour me soutenir, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires. Passez une bonne journée, une bonne soirée, c'était Slowky, peace.